BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, un peu plus de 20h en ce lundi, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. On commence une demi-heure plus tard ce soir, vous l'avez remarqué en raison de l'émission qui nous précédait, mais l'avantage c'est qu'on terminera une demi-heure plus tard. On est là donc jusqu'à 21h30, vous le savez, pour parler tech en direct à la radio, à la télé, puis après les replays, les podcasts qui vous attendent. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech & Co, le premier de la semaine, eh bien, on va revenir sur cette petite rumeur qui traîne. ChatGPT pourrait accueillir bientôt de la publicité. Imaginez un ChatGPT avec des sponsors, ça fait bizarre quand même, on va en parler dans un instant. Tiens, là aussi, deux frères ennemis qui pourraient se rabibocher, c'est Apple et Intel. Et vous le verrez dans le contexte géopolitique actuel, ça peut avoir du sens. Et tout à l'heure, nous recevrons un porte-parole de Thales Alenia Space qui crée le Space Business Catalyst. Thales qui investit dans le New Space avec deux startups passionnantes qu'on découvrira sur le plateau de Tech & Co. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ensemble. Un grand merci d'être là, d'être fidèle à Tech & Co. C'est parti et bienvenue à vous tous et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, pour débuter la semaine, et comme chaque soir d'ailleurs, on débriefe l'actu tech pendant une heure avec ce soir Tristan Nitto qui est avec nous. Salut Tristan. Salut. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Et tu as été pendant de nombreuses années le président de Mozilla Europe. Mozilla, rappelez-vous, les petits jeunes là, qui sont là, ils connaissent peut-être même pas. Ils sont persuadés que Firefox c'est le navigateur de leurs parents, mais en fait, on peut encore s'en servir aujourd'hui. C'est pas qu'un navigateur de daron. Firefox, Mozilla, enfin toute la suite Mozilla, etc. Thunderbird, client de messagerie, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. La grande époque, quand même. Ouais. Messieurs, bonsoir. Alors, nous avons Augustin Seyer qui est avec nous ce soir. Salut Augustin. Hello François. Cofondateur d'OVNI. Tu investis évidemment dans des startups en devenir. C'est ça. Seed. Voilà. Des petites idées folles, mais qui un jour se concrétiseront. Et tu nous parleras tout à l'heure de Varda, notamment, une boîte que tu aimes bien et qui a un potentiel intéressant. On en parlera tout à l'heure. Et puis Hugo Borenstein est avec nous. Salut Hugo. Salut. Cofondateur et président d'OMI, ancienne chez Meta. OMI, rappelons-le, avec une image 2D. Tu fais des... avec une image 3D. On permet aux marques de créer leur visuel produit. Voilà, c'est ça. Pour en faire des photos, des vidéos, des choses comme ça. C'est ça. Tout va bien chez OMI, ça va ? Écoute, c'est sportif parce qu'on a lancé les US il y a un an maintenant, ça marche bien, mais on est content. T'es pas trop chamboulé par l'IA qui passe par là ? Non, on l'utilise bien. Je suis chamboulé par le jet lag, si tu veux tout savoir. Je mange au petit déjeuner maintenant. C'est vrai que t'as un petit, t'as la mèche un peu fofolle et t'as les yeux un peu défroqués. Mais tu vas voir, avec Tristan, tu vas te réveiller parce que avec Tristan, il faut tenir la distance, croyez-moi. Dans l'actualité, messieurs, on va commencer par cette histoire incroyable, on va dire l'épisode Airbus du week-end, c'est un peu ça. Et c'est vrai que ça y est, le retour à la normale après l'alerte mondiale lancée ce week-end par Airbus et l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Ce bug logiciel détecté après un incident sur un vol, vous le savez parce qu'on en a beaucoup parlé, a obligé Airbus à immobiliser en urgence plusieurs milliers d'appareils dans le monde. Je crois que c'était plus de 6000. Certaines compagnies ont dû annuler des vols, mais l'avionneur a pu traiter l'essentiel de la flotte. Une anomalie déclenchée, explique Airbus, par le rayonnement solaire. Jean-Baptiste Huette, notre spécialiste aéronautique, nous explique tout ça. Et on parlera de ce sujet parce qu'évidemment, il est éminemment tech. On écoute Jean-Baptiste. L'origine identifiée, c'est un bug logiciel dans une mise à jour proposée par Airbus en 2024. Et ce bug s'est manifesté fin octobre, sur un vol de JetBlue entre Cancun et New York, en plein vol, pilote automatique activé, vous avez un avion qui a soudainement piqué d'une trentaine de mètres avant finalement de se stabiliser. Et l'enquête américaine a révélé qu'un bit s'était corrompu dans le calculateur de commande de vol, probablement à cause du rayonnement solaire. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un single event upset. De manière très concrète, vous avez une particule qui vient de l'espace, c'est souvent un neutron, qui frappe une zone non protégée du calculateur ou du composant électronique. Ça va créer
un minuscule courant parasite, et ce minuscule courant parasite bien suffit à perturber les données de vol, ou en tout cas les calculs, et dans des systèmes critiques. C'est un phénomène qui n'a absolument rien de nouveau, on connaît ça depuis plus de 30 ans dans l'aéronautique, mais habituellement ce sont les logiciels qui savent gérer ce type de problème, et là ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, pour limiter ce genre de risque dans l'aviation, les composants électroniques sont beaucoup plus rustiques, beaucoup plus robustes que les composants qu'on a dans nos smartphones. Les gravures sont plus grosses, les tensions sont plus élevées, mais c'est un incident qui est quand même particulièrement intéressant à étudier parce qu'il vient nous rappeler une tendance de fond qui pourrait s'amplifier dans les années qui viennent avec la miniaturisation extrême de l'électronique. On a des puces qui sont de plus en plus sensibles au rayonnement cosmique. Plus on descend dans les échelles, plus on s'expose à ce type de phénomène, et c'est un défi qui dépasse très largement l'aérien, et c'est un enjeu pour toute l'économie numérique, de l'automobile jusqu'au data center. Je trouve ce sujet passionnant parce qu'on se rend compte qu'un bit peut foutre la pagaille. Surtout quand tu es en pilote automatique, en fait. Ouais, c'est ça. Puisque rappelons-le, hein, c'est un vol qui partait de Cancun, je crois, qui allait à New York, et qui d'un coup a plongé sans explication. Alors, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés parce qu'effectivement, il a vraiment plongé l'avion. Donc imaginez la panique à bord. Alors les pilotes ont réussi à redresser tout ça et à faire atterrir l'avion. Mais donc, panique au sein d'Airbus, qui a dû mettre donc plus de 6000 Airbus A320 à jour. L'immense majorité, c'était un patch logiciel. Et moi, ça me fait rigoler, on patch un avion, quoi. On patch un avion comme on patch un iPhone ou un PC. Et je me demandais comment c'était fait, en fait. Comment on met à jour un avion ? Vous savez comment on met à jour un avion ou pas ? Un boîtier, et pour des raisons de cybersécurité, ils sont obligés de le brancher dans le poste de pilotage pour faire la mise à jour. C'est-à-dire que tu fais pas un truc over the air. Non, mais moi je pensais que c'était un peu comme Tesla, tu vois. Je pensais que c'était un peu comme Tesla. Non, c'est encore plus sécurisé, heureusement. Voilà, donc en fait, il faut qu'il y ait un PC spécial avec le logiciel d'Airbus qui rentre dans le cockpit, tu as raison, il se connecte, voilà, bim, comme ça, comme un port USB, et le gars, il met à jour son logiciel de commande. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des machines un peu partout pour faire la mise à jour. C'est ce qui a été le gros enjeu ce week-end-là, c'est qu'il y avait des gens qui avaient, des compagnies qui n'avaient pas de valises disponibles là où était leur avion, et donc ça a compliqué les choses d'un point de vue logistique. Et tout ça à cause du rayonnement solaire. C'est étonnant, hein, quand même. Hein. C'est fou cette histoire. Il y a plein d'histoires de science-fiction comme ça, tu sais, où on fait exploser une bombe atomique au-dessus d'une grande ville, et du coup ça fait plein de rayons, et ça abîme tout ce qui est numérique, etc. Et c'est le sujet de plein de romans. Oui, c'est vrai. Et on parle même d'un certain... Alors là, on s'éloigne un peu du sujet, mais il y a le fameux rayonnement solaire, hein, puisque le Soleil, à des moments précis de son existence, émet beaucoup plus de radiation qui arrive jusqu'à la Terre et qui perturbe les communications des satellites et qui peut même abîmer certains satellites, etc. Donc c'est assez intéressant. Et même les humains, en fait, hein, parce qu'en fait, quand un astronaute est exposé à ces rayonnements, c'est pas bon pour la santé. En fait, ça fait vieillir les astronautes plus vite que les humains, parce que nous, on est protégés par l'atmosphère, etc., alors qu'eux sont plus près du Soleil, quoi. Messieurs, pas rassurant. Pas rassurant. Oui, c'est vrai que c'est pas rassurant, mais ou rassurant. Il faut quand même saluer on va dire l'agilité d'Airbus qui en un week-end en fait a réussi à mettre 6000 avions à jour, parce que bien sûr, vous vous rendez compte, la 320 est sans doute l'un des avions les plus populaires au monde. C'est quand même assez je fort. pense qu'ils ont joué, ils ont bien communiqué, presque surjoué le truc, quoi, parce qu'en face c'est Boeing, et puis Boeing traîne ses casseroles avec le 737 Max, qui est un véritable accident industriel. Et en fait, moi j'ai l'impression de voir en Airbus un peu Perrier. Je ne sais pas si ça vous rappelle, à un moment il y avait eu des traces de benzène dans des bouteilles de Perrier, mais alors c'était infinitésimal, etc. Ils avaient tout rappelé, non, il faut vraiment pas qu'il y en ait. Et c'était une question de réputation, en fait. C'était pas que les gens pouvaient boire du benzène et que c'était dangereux, c'est pas très bon pour la santé, mais la quantité était tellement limitée que ça n'avait aucun véritable danger, mais c'était surtout un enjeu de réputation. Et là j'ai l'impression que Airbus, il nous fait la même chose, du genre, on n'est pas comme Boeing, on est hyper carré. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est pas terminé, parce qu'en fait, il y a eu un autre problème. Ils ont annoncé des problèmes sur le cockpit, et en fait l'action elle baissait de 8% aujourd'hui.
Et donc, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, il surjoue le fait, OK, on a résolu ce problème, on a un autre problème, on vous en informe, on va bosser dessus. Un peu plus proactif que réactif. Ah oui, parce que non, Boeing a longtemps essayé de camoufler le truc et ça a été une horreur, quoi. Voilà, il y a des problèmes de qualité dans certains panneaux en fait qui fabriquent le fuselage de l'avion. C'est le fuselage, voilà. Pas que ça. Hugo, ça t'inspire ou pas, Airbus? Non, je suis d'accord, ça se lit en creux avec Boeing, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, Airbus survolait un peu le problème réputationnel de Boeing. Bon, maintenant, ils sont dedans. C'est vrai que ça fait, on lave plus blanc que blanc, donc ça a un côté en fait rassurant à la fin, vous avez raison. Mais enfin bon, c'est quand même des grosses bestioles, quoi. Moi, quand je monte dans mon Boeing ou dans mon Airbus, parce que t'en as un pour toi, hein, c'est ça, hein. Ouais, mon personnel, j'en ai un de chaque marque. Mais bien sûr. Est-ce que tu as bien fait la mise à jour? Je suis pas sûr qu'on ait. Est-ce que tu as fait la mise à jour de Windows 11 et de ton Airbus? Ni de Firefox, donc je suis un peu inquiet. Non, mais bon, c'est à une échelle industrielle folle, quoi. Je sais pas ce que ça engage en termes d'image et même. Tu vois, pour un acteur européen aussi gros, c'est peut-être pas le moment qu'on ait des acteurs européens qui soient en souffrance. Moi, je le lis plutôt comme ça. Mais c'est sûr que ça fait plus propre et plus pro que Boeing. Alors, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et je trouve que la com a été plutôt réussie parce qu'il faut savoir que cet incident sur ce vol est arrivé fin octobre. Donc, il y a eu quand même un mois entre l'incident et la communication officielle d'Airbus qui, à mon avis, a dû enquêter pendant tout ce mois quel était le problème, a gardé le sujet secret. Et dès qu'il a découvert le problème et qu'il savait qu'il allait le résoudre par une mise à jour, il a pu communiquer là-dessus en disant voilà, on sait qu'en un week-end, ça allait être réglé. Je pense que tout ça est bien calculé, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, oui, non, mais parce que s'il disait oh là, il y a un problème, nos avions ne sont plus sûrs. Vous savez pendant quoi, pendant un mois, on arrête tout. Non. Alors là, le dommage réputationnel, il aurait été monstrueux. Ensuite, tu sais, il a été fait pour le retour de Thanksgiving aux États-Unis, donc je pense que c'était pas non plus. Au moment où il n'y a même pas un côté marketing, on va le faire. Non, mais je pense que c'est au moment où ils ont détecté en fait qu'ils ont réussi à résoudre le problème. Tout de suite, il y a eu une communication. Mais pendant, c'était pas le meilleur week-end. Non, c'était le pire week-end. C'est clair. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelques jours où ils réfléchissaient. Oui. C'est vraiment pourri comme marché en fait. Compagnie aérienne ou constructeur d'avions, c'est quand même que des galères, quoi, parce que t'as pas de marge. Les prix sont tirés vers le bas, t'as un pet dans ton logiciel, faut ramener, t'as dit 6000 avions 6000 avions, c'est foirax comme business model. Attends, c'est le délai de fabrication entre le moment où tu vends et le moment où tu le livres, des années. Il faut de la trésorerie, tu vois. C'est vrai. Moral de pas lancer de constructeur aérien. C'est pour ça qu'il y a deux acteurs. Oui, c'est vrai. Il y a un chinois qui arrive, mais pour le moment, il est qu'en Chine. Ouais, c'est clair. Dans l'actualité, allez, on passe à autre chose. On passe à ChatGPT. Et alors, c'est une information que certains, on va dire, fins limiers du codage ont découvert dans le futur d'une application Android de ChatGPT. Comme quoi, voilà, c'est là-dedans. Vous avez des gars qui cherchent un petit peu les bouts de code, parce que souvent, on arrive à détecter des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Apple fait ça souvent. Par exemple, quand les spécialistes du codage auscultent un petit peu les bêtas d'iOS, ils découvrent de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits aussi, parce qu'ils sont déjà présents dans dans ce nouveau code. Et alors, dans le code de ChatGPT, vlatipadon, qu'on a vu des traces d'une éventuelle arrivée de la publicité dans ChatGPT. Voilà. Et donc là, ça pose des questions, parce que au-delà du fait, et après on en parlera parce qu'on a fêté les 3 ans, on fête les 3 ans de ChatGPT ces jours-ci. Est-ce que ça vous paraît logique, on va dire incontournable, d'avoir de la publicité dans le ChatGPT? Là, je vois Hugo qui vient de croiser les mains et qui est comme ça en disant ouais mon pote, on est obligé. En fait, c'est ça, l'arrivée de la pub dans ChatGPT, ça montre que ce business model classique est incontournable. Je vais raconter un truc, puisque tu disais que je suis un ancien de Meta. Alors ça va faire bientôt, c'est presque 10 ans, donc ça commence à faire un moment. Mais moi, je me rappelle d'une conférence. Ça fait 10 ans que tu es parti de chez Meta, ou ça fait ton histoire date de 10 ans? Ça fait presque 10 ans. Ça fait OK. 10 ans. Donc ça commence à faire un moment. Mais je me rappelle d'une conférence interne à San Francisco où, non, on n'est pas censé raconter ça, mais où Mark Zuckerberg adressait les équipes commerciales. C'était un grand ramdam, il rassemblait tout le monde. Donc on était les 20 000 vendeurs de Facebook de tous les échelons là-bas. Et il s'est pointé devant nous en nous disant « Vous êtes un mal nécessaire ».
En termes de mobilisation des équipes, c'est terrible. C'est super. Mais ça dit tout. Quelle empathie de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que, C'est tellement sympa. Marc, c'est quand même grâce à nous que t'es monté à 100 milliards de chiffres quand même. Donc, à un moment, il faut dire merci. Mais au-delà de ça, ça montre que sa phrase est réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre modèle pour monétiser aujourd'hui. Ça n'existe pas vraiment sur ces plateformes qui ont de l'audience. Donc, c'est le modèle un peu classique, la publicité. On aurait pu se dire que sur un outil comme ChatGPT, tu pourrais avoir quelque chose d'un peu plus évolué. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être juste du listing sponsorisé? Est-ce que ça va être de la pub qui vient interrompre ton expérience? Ce genre de choses-là. Mais ça manque un peu d'originalité parce que tu aurais pu imaginer qu'ils allaient créer plutôt la vitrine d'Instagram, si je résume. Donc, je te montre les produits que tu recherches, ce qu'on voit à l'écran, ce que tu montres, avec une ultra-personnalisation et peut-être quelque chose d'un peu plus transactionnel à la Amazon. C'est-à-dire le mix de tous ces modèles-là qui pourraient se regrouper dans ChatGPT. Donc, on ne sait pas ce que ça va être. Si c'est juste de l'affichage, si c'est juste du display, si c'est juste du média classique, oui, ça manque un peu d'originalité et ça montre bien que ce modèle-là, sur lequel tout le monde aime bien taper, parce que la pub, c'est pas propre, c'est pas joli, c'est pas très noble, en fait, ça reste le nerf de la guerre, quoi. Donc moi, j'attends de voir ce que ça va être dans le produit. À nouveau, si c'est du display, je trouve que ce sera un peu décevant parce qu'il y avait de la place pour faire autre chose, d'un point de vue purement commerce en ligne. D'ailleurs, ce que tu montres, c'est des produits... beaucoup de nos clients, d'ailleurs, ça me fait très plaisir, qui distribuent des images un peu classiques. Donc, est-ce qu'il y a le funnel d'achat derrière ou pas? C'est ça la question, à mon avis. Et puis, en plus, on se rend compte qu'aujourd'hui, ChatGPT est un super outil consumériste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le Black Friday, moi, toutes mes connaissances m'ont dit, je suis allé voir un peu sur ChatGPT, etc., pour voir où je pouvais trouver le meilleur prix sur tel ou tel produit. Donc, en fait, l'outil se prête aussi à ça, aux liens sponsorisés, à la publicité. J'ose espérer dans ton exemple, il se prête plutôt à du transactionnel, en fait. C'est vrai que l'espoir d'un ChatGPT, c'était plus de pub, et en fait, c'est vraiment... Il y a une explosion de tout ce qui est MCP, c'est les API des services tiers pour se connecter au LLM. En fait, tu regardes quel est le prix le moins cher, en fait, tu n'as plus besoin d'aller sur le site, tu payes et ChatGPT se prend son pourcentage. Ce que j'ose espérer dans cette découverte, c'est à court terme, peut-être que ça fait du sens dans certaines géographies, sur certains téléphones, mais à long terme, une fois que la bascule est faite et tout le monde switch de je suis sur des Google et Bing et autres, je fais ma vie sur des LLM, que le business model reviendra sur purement du transactionnel, en fait. C'est mon espoir, peut-être comme le tien. Hein. Ouais, moi je préférerais ça. Après, là, ils sont sur les plates-bandes de Google, les plates-bandes d'Amazon. De Meta aussi, non? Évidemment, les plates-bandes de Meta. Donc, il faut quand même bouger un peu le marché. Après, à quel point c'est personnalisé, à quel point c'est bien référencé, parce que moi, pour l'instant, dans mon expérience, ça référence beaucoup les mêmes produits. Quand moi, je cherche quelque chose, beaucoup les mêmes références. Donc, il y a aussi ce sujet-là de la découvrabilité d'autres produits. C'est peut-être là où tu payeras, en fait. Pour quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de plus... Alors, c'est vrai que si c'est pour faire du retargeting à la papa, par pitié, non, quoi. Qu'est-ce que tu entends pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas, le retargeting? Le retargeting, c'est quand tu visites une page avec un produit et puis tu n'achètes pas et donc tu vois ton fer à repasser, tu dis peut-être acheter un fer à repasser et puis après tu vas sur un média et tu te retrouves avec la photo de ton fer à repasser. Et tu as un fer à repasser qui te suit dans toute ta navigation. Quoi. Ça, c'est détestable. Je suis pas fan. Après, tu repasses plus, c'est terrible. Quoi. Attends, c'est le business model de Criteo, faut pas... Non, oui, bon, mais à un moment, c'était... Il y a 15 ans, c'était novateur. Quoi, mais à la papa, quoi. À 15 ans, à l'âge d'Internet, ça passe vite. Quoi. Après, ça reste le business model de Meta, de Google, de plus en plus d'Amazon. C'est pour ça que j'y travaille pas. Ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que j'ai un bloqueur de pub. Aujourd'hui, je suis allé naviguer dans un navigateur qui n'est pas le mien pour essayer autre chose. Il n'y avait pas de bloqueur de pub. J'étais à 2 doigts de la crise d'épilepsie, quoi. C'est vraiment des machins qui arrivent de partout avec des machins, avec des articles que j'avais visités il y a pas longtemps et que j'ai acheté, tu vois. Donc j'en ai plus besoin. C'est là où ce retargeting est débile, c'est que par exemple, je sais pas, moi, tu visites, tu as envie de te faire un week-end, je sais pas où, tu commences à regarder les hôtels et après pendant 1 mois ou 2, tu te retrouves avec les pubs des hôtels alors que tu es déjà parti, quoi. T'en as plus besoin. C'est là où c'est contre-productif parce que ça te saoule. Et après, tu as envie d'installer des bloqueurs de pub. C'est ça. Alors la question, c'est que si c'est pas juste du display, donc pas du média, pas ce que tu décris du retargeting, etc. Si c'est du transactionnel, avec qui il s'associe pour faire la vente derrière? OpenAI va aussi faire le funnel de vente derrière, c'est-à-dire qu'OpenAI va vraiment tout faire, quoi, tous les métiers. Non, mais tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, OpenAI, ils ont signé avec Booking.
En fait, aujourd'hui, Booking, il dépense... Oui, mais je sais en pas, API, quoi, en fait. En intégration de exactement. l'application. Mais tu vois, Booking, en fait, aujourd'hui, il dépense, je ne sais pas combien de millions sur Google. Je crois que c'est le plus gros annonceur sur Google. En fait, aujourd'hui, ils commencent à enlever cet argent de Google. OpenAI, ils ont bien compris qu'ils pouvaient le récupérer autre part. Et donc, ils ont dû signer avec Booking en disant on prend un pourcentage de toutes vos chambres d'hôtel qu'on va booker. Et ensuite, la question, c'est OK, mais une fois qu'ils ont Booking, est-ce que Expedia, enfin, je ne sais pas si Booking, enfin, qui appartient à qui, mais... Oui, mais Hotel.com, enfin, tout ça. Voilà, Hotel.com, je crois que ça appartient pas à Booking, mais un Hotel.com, est-ce qu'en fait, Hotel.com n'irait pas payer pour être mieux référencé qu'un Booking? Donc, en fait, c'est là où qui gagne. Ce qu'on a compris, c'est que mine de rien, OpenAI, en fait, aujourd'hui, ils ont pris Booking. Je prends cet exemple. Ils ont pris Booking parce que c'est la plus grosse database, mais que demain, ils vont vouloir aller en direct avec le vendeur. Donc, en direct sur l'hôtellerie, c'est en direct avec les hôteliers. Et comme ça leur permet quoi? Plus de prendre 2% sur Booking, mais de prendre 6% sur l'hôtelier. Et donc, c'est l'espoir que ce LLM va faire un monde qui est purement transactionnel, qui rémunère les gens à la transaction. Ça pose la question de ce qu'est leur business model. Oui, ça pose la question, excusez-moi, mais moi, ça pose la question de la neutralité. C'est-à-dire que quand je pose une question à ChatGPT ou à un LLM, j'attends une certaine forme de neutralité. Si le machin me fait je vais lui proposer du Booking parce que j'ai 6%, alors que sur hotels.com, j'ai 5%, mais ça tu va pas, quoi. Tu iras sur Grok ou tu iras sur Gemini. Ouais. Je pense que c'est comme les habitudes des gens. Quand on voit le ChatGPT, c'est en train de baisser son market share, peut-être qu'en effet, les gens sauront que Gemini, ça coûte 5%. Non ? Moi, je sais pas, mais dès lors qu'ils commencent à me mettre de la pub et qui me donnent des résultats qui sont biaisés, tu sais, comme un vendeur dans un magasin physique va essayer de te fourguer une grosse j'ai la même télé à la maison. Parce que il a une bonne com dessus. Ouais, il a une tu vois, mais t'inquiète, il y aura le AI Act Europe qui fera qu'en bas, ChatGPT devra marquer combien il prend, tu sais, il vendra pas. Moi, ça me met hyper mal à l'aise qu'ils introduisent un biais dans un machin qui marche pas quand même. Mais Google fait la même chose en fait quand ils pensent. Google, ils te mettent en haut le gars qui paye le plus et qui est sûrement le plus pourri. Enfin, tu vois. Non, mais moi j'ai un bloqueur de pub, donc je le vois pas. Oui, mais un bloqueur de pub, t'es 1% de la population. Oh non, il y a plus que ça, non ? Plus que ça, ouais. Je sais pas. 1%, parce que les gens sont habitués à bouffer de la pub toute la journée. Ah ouais, non mais attends. Ouais. Non ? Je sais pas, moi j'en bouffe plus et je me sens tellement mieux. Ouais, non, mais c'est clair. Le bloqueur de pub, c'est la vie. Hein. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que. Non, mais. Sauf sur le site. Sur BFM Business, tu peux pas. Non, mais là, j'ai désactivé. J'ai désactivé, bien évidemment. Non, mais c'est très intéressant ce qu'on dit. On peut imaginer aussi, peut-être, que suivant nos recherches, on ait de la pub contextuelle qui apparaisse dans le chat GPT. Encore heureux. S'il n'y a pas de personnalisation, c'est vraiment ce que tu as dit. Non, mais voilà. Mais là, c'est différent, en fait. Autre question, à partir de quel moment il va vraiment... Enfin, je veux dire, si tu as pris ChatGPT comme psy, tu vois, en gros, ce qui est visiblement un usage hyper tendance, tu commences à avoir déjà des boîtes qui savent beaucoup de choses sur toi et qui te mettent de la pub là-dessus et du genre, je sais pas, sur ton orientation sexuelle et ce genre de choses, quoi. C'est hyper chelou. J'ai l'impression que tu nous parles d'un épisode Black Mirror, là. C'est sûr qu'il y a Non, mais moi, je te parle de la réalité de 2026, si tu veux. Black Mirror, c'est la réalité dans quelques années. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas besoin de pousser la réalité longtemps pour que ça finisse en Black Mirror. Hein. Parce que, après, il faut peut-être évoquer l'aspect financier. OpenAI a intérêt à trouver vite fait des financements. Et la publicité, elle va être obligatoirement présente dans le ChatGPT. Si on revient, c'est encore un marché en croissance. Ouais, il y a toujours de la croissance dans la publicité, il y a toujours de la place pour des nouveaux acteurs. Les annonceurs, ils aimeraient déployer 10 fois plus que ce qu'ils font et ils basculent de médias classiques toujours plus vers le digital. Donc c'est sûr que c'est une grosse part de marché. Il leur manque combien ? 300 milliards, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est des centaines de milliards. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont capables de gagner de l'argent. Mais c'est sûr. Mais c'est curieux de privilégier la pub à l'abonnement. Mais parce que l'abonnement ne suffit pas, Hugo. C'est les deux, parce qu'en fait, à un moment, la pub fait tellement suer que tu vas prendre ton abonnement. On n'en a pas parlé, c'est peut-être ça. Hein. C'est juste, il y aura de la pub, enfin, une pub contextualisée. Si vous voulez pas de pub du tout, il faut payer.
Ouais, un peu à la Spotify. Ouais, bien sûr. Et ça, boum, t'as une manne d'argent. Mine de rien, Spotify, est-ce qu'ils gagnent plus d'argent avec ceux qui payent pas que ceux qui payent? Ouais, c'est sûr. Il y a un côté produit d'appel, mais inconfortable. Tu vois, c'est gratuit, mais c'est quand même un peu pénible avec cette pub. Et ce que je dis est aussi valable pour ChatGPT que pour Spotify. Je trouve ça relou qu'on te mette de la pub entre deux chansons ou de la pub entre deux prompts. Ok, tu payes. C'est toi qui choisis. Ensuite, ils sont habitués à faire des tests locaux. Donc ça se trouve, sur les Android basés, j'invente en Italie, en Espagne, ils vont voir la réaction et puis... ils vont faire du A/B testing et tout. Ouais, mais ça va être intéressant. On arrête quelques secondes et puis on revient et on va évoquer l'anniversaire de ChatGPT qui fête ses 3 ans. Et voilà, novembre 2022, on découvrait ce service ChatGPT. On était tous assez impressionnés, interloqués. Tout ce qui s'est passé durant ces 3 dernières années, on en parle avec Tristan, avec Hugo et Augustin. C'est Tech & Co, la quotidienne. On revient juste après cette petite pause. Et merci d'être là. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Il est quasiment 20h30. Un grand merci d'être avec nous, comme chaque soir. Tech & Co qui, exceptionnellement ce soir, se termine à 21h30. Donc encore une demi-heure de débrief de l'ActuTech avec Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI. À tes côtés, Hugo, c'est Augustin Seyer, cofondateur d'OVNI. OMI et OVNI, dites donc. Vous auriez pu faire un effort. Attends, il y a Octo. On y est presque. Vous faites exprès ou quoi? Et Tristan Nitto, donc directeur associé commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. On évoquait donc la possibilité de l'arrivée peut-être bientôt de la publicité sur ChatGPT. On débattait sur la manière dont la publicité pourrait arriver. Il y a une autre information très intéressante concernant ChatGPT et OpenAI, c'est les 3 ans en fait de ChatGPT. Rappelez-vous, novembre 2022, on était tous interloqués, assez surpris de voir en fait cette interface épurée avec ce petit champ sur lequel on pouvait écrire des choses, un peu comme un SMS ou un message. On posait une question et paf, instantanément, on avait une réponse qui tenait la route de temps en temps, racontait n'importe quoi. Parfois aussi, ça c'était au tout début, on se souvient évidemment de toutes les bêtises qu'a pu rencontrer ChatGPT avec la vache qui fait des œufs, enfin on va pas revenir à tout ça, mais bon, il faut forcer de constater qu'en 3 ans, tout ça a forcément énormément progressé pour arriver à quelque chose d'assez impressionnant, parce que au bout de ces 3 ans, évidemment, on est passé de ChatGPT 3.5 à la version 5. Mais il y a eu l'assistant vocal qui est arrivé, il y a eu Sora, il y a eu énormément de services qui se sont améliorés. Et je voulais avoir votre point de vue sur ces 3 ans. Comment vous analysez, vous, ces 3 ans de ChatGPT? Souvent, moi, je regarde, tu sais, c'est parti d'un tweet. Sam Altman qui a dit vous devriez essayer, parce que ChatGPT, il y avait déjà les langages précédents qui étaient disponibles pour les développeurs. Donc c'est vrai que mais pas avec une interface aussi simple. Non, mais c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, je prends d'un point de vue investisseur, je l'avais déjà vu fonctionner sous un produit et en fait on pouvait déjà commencer à jouer et lui poser des questions. Mais là, sur pur consumer, j'essaie de réfléchir, je me dis, c'est vrai que ce tweet, dans tous les tweets, c'est sûrement le tweet qui aura le plus d'impact, qui a eu le plus d'impact, qui aura le plus d'impact dans notre vie. Parce que, en tout cas, moi, dans mon secteur, ça a complètement changé mon métier, vous le voyez bien, sur la direction que doivent prendre les sociétés. Donc, les 3 ans, écoute, je suis extrêmement optimiste, en tout cas. Hugo ? Déjà, c'est passé très vite. J'ai l'impression qu'on en parlait sur ton plateau hier, mais en fait, c'est il y a 3 ans, donc ça n'arrange pas nos affaires. Non. Ça va de moins en moins les arranger. Mais il y a deux volets. Il y a le volet usage, ce que vient de dire Augustin. Qui se rappelle du monde avant ChatGPT, quoi. C'est fou de s'imposer aussi fort en 3 ans. Alors, moi, je trouve qu'il n'est pas encore au niveau. Je trouve que ça glitch beaucoup. Je trouve que parfois, les releases de versions, on fait des sauts en arrière. C'est pas toujours très net, le gain, etc. Mais l'usage est quand même indiscutable. C'est-à-dire qu'avant, tu allais faire ta recherche en ligne sur Google. Aujourd'hui, tu interroges ChatGPT, puis tu te pond une disserte. Et puis, la disserte, allez, 80, 85, 90%, tout est bon dedans. Alors, il y aura toujours des clowns un peu tristes pour dire non, ça, c'est pas exact, c'est pas la bonne date, ça s'est pas passé comme ça, mais ça défriche le travail. Donc, le premier volet, c'est
qui se rappelle du monde avant ChatGPT? Puis il y a la partie business, ce que tu as aussi dit. Dans les usages business, c'est un gain de temps, d'efficacité, de productivité qu'on touche à peine. Là où je pense que c'est un peu décevant, c'est l'application au niveau de l'enterprise. Qui est nous, nos clients, c'est des grandes marques, etc. Européennes, américaines. Je ne vois pas de cas d'usage à grand niveau, à grande échelle pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train d'essayer d'entraîner des datasets. Dès qu'ils touchent au dataset, ils se mettent à flipper parce qu'ils sont en mode « Ouh là là, mais attends, on est en train de donner toute notre data, ce que tu disais aussi tout à l'heure, on est en train de perdre toute notre valeur et tout donner à ChatGPT. » Donc, si je devais faire le bilan, tellement impressionnant sur l'usage, comment ça s'est imposé et puis comment ça mange du business usage à Google, notamment, c'est vraiment frontal. Très décevant sur les solutions vraiment applicatives business. On nous a promis une workforce IAisée. Bon, on n'y est pas. Elle arrive là. Ça y est, là, c'est 2026-2027. Bah, je sais pas. Franchement, moi, j'ai un vrai doute. Parce que quand tu es une marque, quand tu es une boîte, tu vas donner toute ta donnée comme ça, même si tu es dans un modèle fermé, un modèle custom que OpenAI développe pour toi, tu vas donner tes bilans, tu vas donner tes structures de coûts, tu vas donner tes contrats. On y arrive. Non, moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'on va avoir un gros retour en arrière. Alors, c'est peut-être audacieux de ma part, mais je pense qu'il va y avoir un vrai frein parce que les utilisateurs business comprennent qu'en fait, ils finissent par se faire démonétiser. Tu mets toute ta donnée dedans et on te présente des contrôles, des trucs, des machins. Mais la réalité, c'est que tu sais pas où elle va, ta data. Donc, même si tu as toutes les certifs du monde, même si tu as toutes les sécurités, les rebonds, ce que tu veux, déjà pour donné ton bilan. Déjà pour les boîtes sensibles, ça va être niette, ça c'est clair. Ouais. Dont les données sont sensibles ou confidentielles ou à forte valeur ajoutée. Après, peut-être que pour le garagiste du coin, ça peut peut-être avoir du sens, tu vois. Je sais pas. Après, on parle beaucoup d'IA agentique. Non, mais ça peut être ça aussi, la réussite et le. Et ce sera une infrastructure. On va dire c'est ce que tu dis. Le tournant. Une infrastructure sur laquelle sont développées des applications, sont développés des agents, mais l'OpenAI, ChatGPT dans les mains de la grande entreprise, qui est leur stratégie. Oui, qui est leur stratégie. Vraiment assumée. Tu parles que d'OpenAI, c'est vrai que moi, dans d'OpenAI. LLM. Ah oui, d'accord. Non, je te parle d'OpenAI. Il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus propres et d'ailleurs qui vont faire un gros business sur le fait qu'ils sont. Bien sûr, je comprends. Plus propres. Donc je trouve que c'est un peu décevant sur cette partie-là. Tristan, 3 ans de ChatGPT. Moi, j'ai alors déjà 800 millions d'utilisateurs. Ce qui est juste incroyable en 3 ans. 5% payants sur les 800 millions. Sur lesquels ils perdent de l'argent à chaque fois, hein, donc c'est quand même faut relativiser. Non mais c'est dingue. Mais, oui, c'est juste, 800 millions, ça n'a jamais vu en 3 ans. C'est incroyable ce truc à rafler presque tout le monde, quoi, parce que ça fait 10% des terriens, mais ça fait en gros les 10% qui ont suffisamment d'argent et qui sont intéressants, qui ont de la bonne bande passante, du bon matériel, etc. En fait, c'est les terriens les plus riches, quoi. Donc c'est quand même fort. C'est incroyable. Après, je m'étais dit bon, ok, j'ai devant moi 2 grands enthousiastes. Il faut que je fasse une petite note un peu différente. Le clown triste. Non, mais je déteste ça en plus, le clown triste. Alors l'esprit de contradiction, il faut pas me pousser longtemps, mais le clown triste, pas tellement. Bon, alors moi, si on va quand même crever l'abcès direct. Au niveau environnemental, on n'a aucune donnée fiable et on sait que c'est énorme et ils nous manipulent dessus et je trouve ça mais vraiment totalement irresponsable qui nous pipote sur non mais c'est 3 gouttes d'eau, non c'est pas pire que faire un café, etc. C'est scandaleux parce que je veux dire, je sais que c'est plus très à la mode le changement climatique, mais le problème il existe toujours et chaque semaine avec de l'IA générative pour 800 millions de personnes, ça nous emmène un peu plus profondément dans la fosse à purin. Donc faut être clair là-dessus. Faut juste pas l'oublier. Je suis moi-même aussi fasciné par toutes ces nouvelles choses, mais elles nous emmènent vers des problèmes dont on ne va pas arriver à s'en sortir, où en fait on rend juste les problèmes plus compliqués. Donc, et ils nous mentent par-dessus ça. Sauf si l'énergie est propre. Non, et surtout... Non, c'est pas ça. Tu fais un data center, tu coules du béton, tu coules du béton, et il n'y a plus de vie là où tu as foutu ton data center, et tu as émis du CO2 massivement, rien qu'en coulant le béton. Et après, tu vas consommer de l'énergie. Donc même ces modèles vont t'aider à être plus écolo. Ces modèles vont te permettre de créer un monde beaucoup plus vertueux écologiquement. J'y crois pas une seconde. Je fais des années que je travaille sur le sujet, je n'y crois pas. Mais sauf que on ne peut pas comparer ce qui s'est passé avant à ce qui va se passer après.
par rapport à l'IA va complètement changer la manière dont non, j'achète tellement pas. Travail investi. Non, la data science est formidable pour les travaux du GIEC et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on n'implique pas des LLM dans les travaux du GIEC. Les LLM, c'est catastrophiquement mauvais pour faire des maths et de la physique. Ça te fait des dissertations, mais si c'est pour faire des rapports scientifiques, c'est nul. Donc, c'est pas des LLM. Mais quelle est l'alternative que tu proposes ? Parce que si on suit ça, on ne progresse plus. Ah mais moi je veux juste qu'on ait une planète habitable, hein, si tu veux. Après si on se balade tous à vélo et qu'on mange bio, ça me va très très bien. Et tant pis si on n'a pas de LLM. Enfin, je veux dire, je fais mes priorités, tu vois. Et avoir un avenir. Et moi, j'ai des enfants et j'ai même des petits-enfants. Donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est qu'ils vivent dans une planète où il n'y a pas la guerre parce que tu as des problèmes d'eau, des problèmes de nourriture et des gens qui sont déplacés parce qu'on a ruiné l'endroit où ils vivaient. Donc, c'est ça qui est le plus important. Et les LLM, c'est cool, c'est rigolo. Mais ça vient après, tu vois, dans la pyramide de Maslow, le LLM, il est bon dernier, quoi. Ouais, mais par exemple, regarde, moi, je reçois pas mal de startups qui sont dans la recherche médicale. Ils disent que depuis que l'IA générative existe, eh bien, ils arrivent à accélérer le développement et la recherche pour trouver des molécules qui vont soigner les gens. C'est pas que négatif tout ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était très cool les LLM, mais qu'il y a une hiérarchie dans les problèmes. Ouais, mais d'un côté, si ça te permet, alors effectivement, tu vas couler beaucoup de béton, mais si ça te permet d'allonger l'espérance de vie, peut-être même d'améliorer l'environnement dans certaines choses. On va pas allonger l'espérance de vie dans un monde qui s'écroule, où on a ruiné la biodiversité. Mais bien sûr que si, il s'écroule. Regarde, depuis 1970. 70% de la biodiversité a disparu. 70% des animaux. Mais non, c'est pas un autre sujet. C'est le même sujet des limites planétaires. Aujourd'hui, on est en train de ruiner la biodiversité, on est en train de ruiner le climat, et donc il faut en être conscient. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire du business, etc. Je regarde l'émission du CO2. Enfin, ensuite, je pense pas que ça vient des. C'est secondaire par rapport à la biodiversité, le CO2. Ouais. Donc, je suis désolé, tu fais plus de béton, plus de... Hugo dit rien, il n'a pas envie de rentrer dans le débat. Mais je le comprends, c'est horrible. Non, moi je trouve que c'est super louable, et puis j'aimerais être d'accord avec toi. J'aimerais me dire oui, mais j'ai aussi envie de croissance, j'ai aussi envie de progrès. Moi si tu me demandes, je fais partie de ceux qui te diront qu'il n'y a pas assez de consommation. Donc on est diamétralement pas d'accord. Oui, mais tu as vendu de la pub pendant des années, forcément. Oui, mais c'est même pas ça. C'est comme ça qu'on a créé la valeur, c'est comme ça qu'on a fait que l'espérance de vie elle est à 86 ans, c'est comme ça qu'on a fait que toi et moi on vit beaucoup mieux que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. Donc ça tire aussi le progrès humain. Je suis conscient de tout ça. Mais je comprends. Après, est-ce que pour toi c'est le critère, le paramètre là qu'il faut qu'on économise? Est-ce que c'est là qu'est le danger? Tu vois, parce que c'est un peu le débat. Est-ce que c'est l'avion ou est-ce que c'est le data center? Non, je pense que de toute façon, toutes les industries doivent balayer devant leur porte. Et dans le numérique, si tu veux, on était en train de faire des trucs qui s'appelaient des choses intéressantes, comme le numérique responsable, essayer de faire durer le matériel, etc. Et en fait, aujourd'hui, l'IA est en train de tout balayer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de nous vendre des nouveaux... c'est de la course à la suprématie. Oui, mais pas que, mais c'est de la course à la consommation et qui consomme des ressources géologiques, tu vois. On creuse des mines et après on envoie tout ça au Ghana en leur disant démerdez-vous, et ça tue des gens là-bas, etc. C'est des vrais gens dont je parle, et eux, l'espérance de vie d'un type qui recycle du cuivre au Ghana, c'est 10 ans, parce qu'il est complètement intoxiqué par les trucs qui brûlent. Donc, non, mais là tu regardes un point. Moi je vois plein de boîtes qui sont en train de travailler sur tous ces sujets-là pour les rendre sustainable, je sais pas comment on dit. Et ça, on le voit pas trop parce que c'est en plein développement. Et là, tu caricatures un petit peu sur un exemple. On peut caricaturer sur absolument tout et trouver l'exemple qui fait du mal au LLM. Mais non, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'IA dans tout le matériel, ça va provoquer un renouvellement du matériel. Et il faut être extrêmement clair qu'en fait, l'empreinte environnementale du numérique, c'est la fabrication de ce matériel. Tu sais, au début, on changeait de smartphone tous les ans, puis après tous les 18 mois, puis après 2 ans, et maintenant, on est à peu près à 2 ans et demi. C'est bien, mais il faudrait que ça soit 30 ans.
On pourrait garder notre matériel 30 ans, le silicium, il tourne 30 ans sans problème. Mais non, là, on est dans un renouvellement. Et ce renouvellement, en fait, la période va... C'est un peu chaud quand même. Non, ça arrive très bien. Aujourd'hui, on a 30 ans ton smartphone, au bureau, on a un Apple II. Je suis sûr que si on changeait les condensateurs, parce que les condensateurs, c'est pas compliqué à changer, c'est ça qui vieillit, tu le rebootes, il boot l'Apple II. C'est à peu près sûr. Tu vas peut-être nettoyer la table de lecture de la disquette. C'est quand même un frein à l'innovation et au progrès, parce que avec un processeur d'il y a 30 ans, déjà, on n'aurait même pas d'écran plat. Imagine, ici, on n'aurait que des écrans cathodiques. Franchement, on aurait mal aux yeux, ça serait un peu compliqué. Non, tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le progrès. Je dis juste qu'en fait, si on gardait notre matériel plus longtemps, déjà, on réduirait massivement l'empreinte environnementale du numérique. Et on peut le faire parce qu'en fait, il faut bien regarder la puissance qu'on a dans nos poches par rapport à ce qui existait, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. C'est sûr qu'un smartphone, on peut le garder 5 ans sans problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des constructeurs de smartphones proposent des mises à jour jusqu'à 7 ans. Déjà, 7 ans, c'est pas mal. Si on arrivait à réduire... Le mien, il est comme les voitures, il a des vignettes avec les années, et donc il a 5 vignettes, parce qu'il a plus de 4 ans. Et j'espère le garder au moins 1 an de plus. Bien sûr. Et c'est possible, et je m'en sers de façon intensive. Là où c'est intéressant, c'est qu'il manque le débat philosophique autour de ça. Moi, je suis d'accord. On n'entend pas du tout ce débat. Il y a quelques voix quasiment... Football, je suis là. Non, mais c'est formidable. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ça me parle de t'écouter. Parce qu'on n'a pas ce débat. Je suis très honoré. Non, mais c'est vrai, on n'a pas ce débat. C'est-à-dire que c'est la course un peu au progrès. On te dit, en fait, il va faire de la pub, il va se mettre à vendre plus de trucs, on ne sait pas trop où on va. Quel est le sens de tout ça? D'ailleurs, quand tu écoutes Sam Altman et tout, et qu'il te parle de l'AGI, on ne sait pas à quoi va servir. On te dit pas, on va automatiser tel métier horrible, où on va te permettre tant de gains, etc. Donc, moi, je suis d'accord pour le sacrifice environnemental, le coût écologique, le coût sur l'écosystème, tout ce que tu as très bien décrit, mais il faut qu'on sache où on va. Et je trouve qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et puis même ce côté, les vases communicants entre eux, donc Nvidia qui est client de Microsoft, Microsoft qui est client d'Nvidia, qui est après client d'OpenAI, qui est investisseur dans tout cet argent qui circule, qui n'existe pas vraiment, qui tire la croissance américaine, tout ce qu'on connaît bien. À quelle fin ? Donc moi, ça me va de poser cette question. Ça me va pas de dire on va tous vivre dans une cahute et puis on fait de la périculture. Et tu vois, ça non. Mais je comprends qu'il faille poser la question philosophique et on l'entend pas. Donc je suis pas d'accord, mais je trouve que ça m'intéresse. Tu vois, il y a moyen que je sois convaincu. Non, mais intéressant. C'est intéressant. Tu l'entends pas. Et puis on multiplie tout cela par à chaque grosse boîte tech qui est là-dedans. C'est-à-dire que là, on évoque OpenAI, mais Google, boum, c'est monstrueux. Microsoft, boum, c'est monstrueux. Il y a Anthropic, boum, avec Claude. Vous avez DeepSeek en Chine. Enfin, il y en a beaucoup. Et est-ce que finalement, il n'y en a pas trop, finalement? Et c'est vrai que... la course, c'est le marché. Voilà, c'est la course. Mais espérons qu'après cette un bon éclatement de bulles va nous mettre tout ça d'équerre. Non, mais espérons qu'après cette concurrence, il y ait quand même une stabilisation du marché, que les petits soient mangés par les gros, et qu'on se retrouve quand même avec un peu plus de stabilité, j'allais dire environnementale, mais qu'on ne parte pas dans tous les sens pour dépenser... On a 10 ans devant nous, je pense, parce que quand on regarde la révolution industrielle, c'est pas du jour au lendemain qu'il y a eu des trucs. Non, mais regarde Google, il n'a pas mis 10 ans pour couler les autres moteurs de recherche. Tu vois, il a mis très très vite en fait. Google est arrivé, les Alta Vista, tous ces trucs-là, les Lycos et tout, en quelques mois, les Yahoo, ils ont disparu très vite. Là, tout est en train d'être réinventé. Ouais. Est-ce qu'on aura un métier dans 10 ans? Alors ce qui est cool, c'est qu'en Europe... Bon putain, alors là on va loin les amis. On est parti les 3 ans de ChatGPT, on se pose la question si dans 10 ans on aura encore un métier. Mais c'est super intéressant, mais il faudrait faire une émission... J'ai plein de trucs à dire, mais je vais me taire. Mais en tant qu'Européen, franchement, parce que nous on n'a pas... On va arrêter là parce qu'on a d'autres sujets. Mais tu vois, en Europe, comme on n'a pas de modèle, on n'a que dalle. Ici, on est propre, donc on peut dormir tranquille. On est écologique by design. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en France, on a une électricité propre. C'est ça qui est terrible, parce qu'il faut évoquer l'énergie. On a une énergie propre. Musk, il fait brûler des turbines à gaz pour alimenter ses data centers. Ouais, et quand c'est pas le charbon, en Allemagne, ou je sais pas où, tu vois. Ou en Pologne, ouais. Ou en Pologne. Mais passionnant, on pourrait faire une émission entière là-dessus, parce que dans 10 ans, on aura tous un travail encore à cause ou grâce à l'IA. Il faudrait qu'on y pense et qu'on fasse un truc tous ensemble. On va le faire. On change d'un sujet alors un petit peu plus futile et un peu moins grave, si je puis dire. Mais là, on va parler d'Apple et Intel. Alors bon, voilà, c'est autre chose. Mais c'est quand même assez intéressant parce que, vous le savez, depuis quelques années, Apple est dans cette stratégie, je fais tout seul et j'emmerde les autres, en fait. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que Apple se sépare de ses plus grands partenaires technologiques. C'était Intel il y a quelques années. Là, on parle de Qualcomm. Apple est en train de faire ses propres puces dans tous les domaines. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que visiblement, Apple pourrait redevenir partenaire d'Intel
pour fabriquer des puces, on va dire, d'entrée gamme des prochains M. Vous savez qu'Apple a une série de processeurs qui s'appellent les M. On en est, je crois, aujourd'hui au M5. Et le M6 et le M7 pourraient être fabriqués, en tout cas d'entrée de gamme, parce qu'il y a plusieurs M, effectivement, pourraient être fabriqués par Intel. On se dit, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le contexte géopolitique a changé et qu'aujourd'hui, Intel devient en quelque sorte un peu le partenaire, comment dirais-je, le partenaire patriote d'Apple, finalement. Et donc, Apple, va sans doute être obligé ou faire appel à Intel pour fabriquer ses processeurs. C'est quand même assez intéressant de voir que la roue tourne finalement tout le temps dans la tech. Ouais, ensuite, moi, je ne maîtrise pas les enjeux techno, mais quand tu sais que le gouvernement américain a pris 10% d'Intel et que Tim Cook dînait avec Trump il y a 3 semaines, il y a sûrement... non, mais évidemment. C'est ce que tu dis, en fait. C'est ça. C'est relocaliser la fabrication de certains processeurs aux États-Unis, et non plus en Chine ou en Inde ou je ne sais pas où, pour respecter les engagements que Tim Cook a pris envers Donald Trump, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Tristan ? C'est clair. Intel, technologiquement, est en retard par rapport à TSMC, qui est le grand fournisseur taïwanais. Mais là, Taïwan, c'est pas loin de la Chine. La Chine est à l'affût pour rapatrier Taïwan et les remettre dans le droit chemin. Le jour où ça arrive, ça va devenir forcément un petit peu compliqué pour les relations américaines et chinoises, parce que ça arrange quand même les Américains que Taïwan soit bien séparé. Et donc là, ils évitent de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Seulement, Intel est quand même pas aussi avancé que TSMC. Donc, en fait, se focaliser sur des processeurs d'entrée de gamme, c'est un truc sur lequel Intel pourrait assurer. Et puis, garder le haut de gamme pour TSMC, qui est quand même plus avancé. Et comme ça, tout le monde est content. Ça donne un sucre à Trump. On regarde, on fait des efforts. Et de toute façon, ils sont très bons chez Apple pour faire ça. Ça donnera du business à Intel qui en a bien besoin. Ben voilà. Et donc, ça arrange tout le monde. Finalement, c'est pas mal. Il y a un monde où en fait Intel arrive à monter en gamme grâce à ces contrats, selon toi ? J'en sais rien, je connais pas assez leur business, mais c'est vrai qu'ils vont pas bien, donc faire des investissements quand tu vas pas bien, c'est compliqué, quoi. Puis TSMC est super avancé, quoi. Donc. Alors, on parle de 2027 pour ce partenariat. En fait, le design des puces est toujours fait par Apple. Hein, et là, Intel sera un fondeur. Oui, c'est ça qui est assez intéressant quand même, c'est que Apple, bon, déjà, ils ont toujours eu des partenaires. Ils ne sont pas fondeurs eux-mêmes, mais ils sont montés dans la chaîne de valeur en intégrant la conception des puces. Et c'est assez génial parce que on a vu quand même ce qu'ils ont réussi à faire avec la série M, donc le M1 du MacBook Air qui a 5 ans déjà, et qui était vraiment un truc à la fois pas cher et hyper puissant. C'était absolument génial. Ils ont fait très fort parce qu'ils sont montés dans la chaîne de valeur. Et après, ils délèguent des trucs avec des gros investissements très, très, très industriels. Ils ne fabriquent pas chez Apple. Ils ont des usines qui fabriquent des processeurs, des usines qui assemblent des iPhones et des MacBooks. Et à la fin, eux, ils ont surtout la propriété intellectuelle et la conception des choses matérielles et logicielles. Et ça, c'est très fort. Enfin, le retournement de situation est assez savoureux. Hein. On devrait s'en inspirer en vrai. Parce que c'est du patriotisme économique, c'est-à-dire que tout le monde le fait sauf nous. Alors, et tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Tout le monde est gagnant à grande échelle, quoi. Donc on attend quand est-ce qu'a commencé la guerre commerciale. Donc elle a bien commencé, un énième signe révélateur qu'on est en pleine guerre commerciale. Mais surtout, on devrait s'en inspirer. Nous, on n'a pas du tout ces mécaniques-là, ni à l'échelle nationale, ni vraiment à l'échelle européenne. Donc moi, chaque fois que je vois ça, c'est toujours sur ton plateau, ça me rend toujours triste. Parce que je me dis, pourquoi on ne le fait pas ? On a des champions. J'oublie le nom de notre champion mondial qui est européen dans les puces, j'oublie son nom. Tu vas alors attends, tu parles d'ASML ou ST Micro ? ASML. Oui. On a donc la capacité de le faire, on a les outils, on a les ressources, mais on a un manque de volontarisme politique. On aime Trump, on n'aime pas Trump, c'est pas vraiment le débat. Juste à la fin, il a fait s'asseoir à la table de gros acteurs locaux et il les fait bosser. Après, SML, ils fabriquent des machines qui font les processeurs. C'est un autre business, mais c'est un autre business. Ils pourraient les produire pour nos champions à nous, nos acteurs à nous. On n'a aucune capacité de calcul européenne. Zéro. La capacité de calcul, c'est AWS. C'est une capacité de calcul américaine. Donc moi, je suis toujours en train de regarder en me disant pourquoi nous, on s'en inspire pas ? Pourquoi on regarde le train passer ? Pourquoi eux, ils font ça et pas nous ? Je ne trouve pas d'explication. Si vous avez une réponse, ça m'intéresse. Mais on est dans leur hémisphère, en fait. On est dans leur sphère d'influence.
On fait partie de Ouais, mais l'histoire. le côté on est la colonie des Américains, moi ça me botte pas trop, tu vois. Toi tu fais l'aller-retour entre les deux continents. Mais moi aussi, du coup, maintenant, je peux pas te plaindre. Voilà, exactement. T'as raison, on est dans le même. Mais je me résous pas à ça. Surtout avec tout le talent d'ingénierie, le talent de recherche, les champions qu'on a. Je veux dire, tous les ingrédients sont là. Il manque quelqu'un qui dise on le fait, quoi. Ouais. Et c'est toujours les Américains, et c'est de plus en plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Donald Trump, il faut le reconnaître. Donc on devrait s'en inspirer. Moi, ça me fout les boules de voir ça. Tiens, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on évoque encore une fois une entreprise américaine qui s'appelle Varda Space et qui est assez étonnante puisqu'elle vient de réaliser... En fait, elle effectue des fabrications de médicaments dans l'espace. Et on se dit, mais pourquoi, en fait ? Soigner les Martiens. C'est ça. Eh bien, tout simplement parce que dans l'espace, il y a en fait un environnement qui est beaucoup plus propice en fait à la recherche et à la fabrication de certaines molécules. Augustin, tu as suivi ce sujet. C'est toi qui nous as proposé de faire un focus sur Varda Space. C'est la fabrication. Il y a plein de use cases aujourd'hui sur l'espace. On pourra revenir même sur l'énergie. Là, en l'occurrence, Varda Space, ils ont fait les premières démonstrations qu'ils arrivent à produire ces matériaux, ces cristaux dans l'espace, les ramener sur Terre. Ça coûte, je crois que c'est quasiment impossible à faire sur Terre, mais ils arrivent à le faire dans un monde où il n'y a pas de gravité. Oui, parce qu'en fait, sur Terre, il y a la gravité. C'est embêtant. Oui, et pour former des cristaux, dans certains cas, voilà. ça rend les choses très compliquées. Et voilà. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voit dans le monde de l'investissement, il y a une explosion là sur qu'est-ce qu'on peut produire dans l'espace. Ça paraissait futuristique il y a 5 ans, aujourd'hui ça s'accélère. Et on parlait d'énergie tout à l'heure, Elon Musk dit qu'il n'y aura pas suffisamment d'énergie pour ses data centers. Et donc il y a et c'est toi qui le mentionnais avec Google, il y a des projets en ce moment pour commencer à monter des data centers dans l'espace. Il y a des projets aujourd'hui pour créer des fermes solaires dans l'espace. Et donc on aurait des fermes solaires au-dessus de nos têtes, on ne les verrait pas, hein, mais ensuite qui produiraient cette électricité et qui nous le renverraient sur Terre. Enfin, on ne les verrait pas, excuse-moi Augustin, mais... Tu sais, un truc tout bête, mais il y a les Starlink. Tu les vois, mais Starlink, ils sont vraiment très proches. Je crois que c'est les plus proches possibles. Ok, d'accord. Mais une ferme solaire, j'imagine que pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle fasse des kilomètres et des kilomètres carrés, si tu veux, pour qu'elle puisse récupérer le soleil. En fait, tu sais quoi, c'est intéressant, on peut rentrer dans les détails là, mais une ferme solaire dans l'espace, elle est 8 à 12 fois plus performante qu'une ferme au sol. Parce qu'en fait, il y a du soleil toute la journée. Et voilà. Ensuite, là où tu as de la déperdition. Et il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de l'atmosphère. Mais toute la journée, non, parce qu'en fait, il y a un moment où la Terre tourne. Non, mais ça dépend où tu la fais. Tu fais tourner, d'accord. Tu le fais tourner, et donc en fait, tu as une ferme qui est 8 à 12 fois plus productive que sur Terre. Donc en fait, et donc c'est là où c'est là où financièrement, ça peut être intéressant, ça peut être moins cher. Là où tu as un enjeu, c'est comment tu fais pour envoyer l'électricité sur Terre. C'est possible. Et, par le laser, je crois, non ? Il n'y a pas un truc comme ça où... C'est de la micro-ondes. C'est de micro-ondes. Et il y a les premiers... T'as pas intérêt à passer au milieu, là. Hein. Sinon, tu finis free. Là, Et t'as tout compris. Il y a les premiers tests qui sont faits en ce moment par la NASA, par l'ESA, par des boîtes privées. Et d'ici 2 à 3 ans, on aura les premiers retours d'électricité depuis l'espace sur Terre. Et là, ça va ouvrir un nouveau pan. Et ça, c'est oui ou c'est non, alors, d'un point de vue... mais je pense que vous allez vous mettre... Non, mais ça risque de vous mettre d'accord, cette histoire-là. Parce que là, t'es d'accord qu'il faut... Non, ça te mettra pas d'accord. Il faut bien cramer un peu de pétrole pour arriver jusque-là, si je résume. Oui. Là, c'est sûr que l'investissement, il est massif, qu'il faut... Ce genre de produit-là, ce genre d'innovation-là. Non, je vais te dire, en fait... on va pas avoir le temps. On a 2 minutes, donc il faut que tu te dépêches, Tristan. Écoute, c'est simple. En fait, la définition de l'énergie, c'est ta capacité à changer un système. Et donc, si tu disposes de beaucoup d'énergie, tu changes beaucoup le système. Imagine que tu aies une énergie infinie disponible sur Terre, par exemple la fusion. Imaginons qu'on arrive à faire la fusion. Ça fait des 30 ans qu'on dit qu'on ne sait pour dans 2 ans, mais bon, toujours pas. Mais on dit toujours que c'est pour dans bientôt. Eh bien, ça serait une catastrophe. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va commencer à extraire encore plus de choses, plus de mines, plus de tout, plus de consommation, et qu'en fait, on va abîmer l'habitat dans lequel on est. En fait, on ne réalise pas parce qu'on est né, les changements, on est né il y a moins de 100 ans, tous les 4, et donc on ne se rend pas compte que ça a un petit peu changé. Mais par rapport à il y a 15 000 ans, ça a beaucoup changé. On est dans une période
qui a permis l'agriculture, etc., où en fait, on est dans un environnement qui est stable et où on est en sécurité. Mais avant, c'était pas ça. Il y a eu des périodes glaciaires, etc., où la Terre était fondamentalement hostile. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça va bien. Mais en fait, on est en train de casser cet équilibre. Et donc, avoir une infinité d'énergie disponible ne résoudrait pas ce problème d'abîmer les écosystèmes qu'on a autour de nous. Et ce sont les écosystèmes qui nous permettent de nous nourrir, de respirer de l'air et d'avoir de l'eau pour boire. Tu vois ? Donc, en fait, des choses... complètement essentiel à la survie de l'humain. Cette production d'énergie serait propre, donc ça serait quand même un moindre mal. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, parce que tu abîmerais... Oui, mais tu sais quoi ? Tu compares deux trucs. Tu compares la fusion, donc l'énergie illimitée, et tu continues... Et propre et illimitée. Propre et illimitée, très bien. Et tu appliques la consommation telle qu'elle est historiquement, en fait. Alors qu'en fait, la consommation va évoluer. Je donne un exemple qui est débile, je ne dis pas que je l'achète, mais tu vois, peut-être que demain, tout ce qui est viande, en fait, ça ne viendra plus d'animaux, ça viendra de cultures cellulaires. Je ne dis pas que j'achète le truc. Et en fait, donc, là, tu vois, tu compares la consommation historique... Il achète le truc. Non, mais c'est bon. La consommation telle qu'elle a été ces 15 000 dernières années, avec en fait ce qu'elle va complètement évoluer, elle va complètement changer. Et on sera dans un monde où, oui, si tu as de l'énergie limitée, on va devoir changer nos modes de consommation et ça va passer par des modes qui sont beaucoup plus favorables à l'environnement, favorables à l'écologie. Et je te donne un dernier rapide point. Elon Musk, c'est aussi une des raisons pour Elon Musk parle d'espèces multiplanétaires. L'énergie limitée va nous permettre d'aller sur d'autres planètes. Oui, en tout cas pas Mars, hein. C'est nul. C'est vraiment nul. Une fois terraformé, ce sera une espèce de Terre... Encore faut-il trouver la bonne planète, parce que c'est vrai que Mars, c'est pas la plus accueillante quand même, hein. Franchement, c'est pas terrible. Déjà 6 mois pour y aller, bonjour. Hein. Si, je crois que c'est... Plus, non ? C'est 9 6, c'est quand tu optimises ton truc, quoi. Vraiment, quand tu pars au bon moment. Mais si tu rates le train, c'est pas bon. Hein. Merci beaucoup à tous les trois. C'était top. Merci Tristan. C'est avec plaisir. Directeur associé Commun Numérique et Anthropocène chez Octo Technologies. Merci à Augustin Seyer, cofondateur d'OMNI. À très vite, Augustin. Et Hugo Berenstein, cofondateur et président d'OMI. Merci. Merci à tous les trois. Et vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble. On va parler de New Space avec Thales qui investit dans le New Space français. Je vous présente nos invités dans quelques instants sur ce sujet. Ce sera juste après le Tech Flash de Léa Benaïm qui nous rejoint après cette petite pause. Merci de nous avoir choisis. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Très belle soirée avec nous sur BFM Business et Tech & Co, la quotidienne. Et comme chaque soir, notre petit rendez-vous, le condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm, bien sûr. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, la publicité pourrait bientôt faire son apparition sur ChatGPT. C'est en tout cas ce que laisse présager une version bêta repérée sur Android. Rien d'officiel pour le moment, mais des lignes de code soulèvent de nombreuses questions. Et si cela se confirme, les utilisateurs de la version gratuite pourraient voir apparaître dans les prochaines semaines des contenus sponsorisés entre chacune de leurs requêtes. Également, dans l'actualité, Amazon et Google s'allient pour limiter les pannes Internet avec un réseau multi-cloud commun destiné à offrir à leurs clients des connexions privées entre leurs plateformes et ce, en quelques minutes seulement. Un service dévoilé quelques semaines après la panne majeure d'AWS qui avait mis hors service, souvenez-vous, des milliers de sites Internet dont les plus utilisés au monde comme ChatGPT. Et dans l'actu, après 5 ans de divorce, Léa, Apple pourrait confier une partie de la production de ses futures puces à Intel. Et oui, cela concerne les puces d'entrée de gamme, les M, destinées aux futurs MacBook et iPad Air. En revanche, Apple garderait le contrôle total sur la conception. De son côté, Intel assurait uniquement la partie fonderie, comme le fait aujourd'hui TSMC, un partenariat qui permettrait à Apple de réduire sa dépendance aux géants taïwanais avec des puces made in USA. Une façon de faire plaisir à Donald Trump.
Et puis grosse frayeur ce week-end chez Airbus. Un bug dans un logiciel de commande a obligé le constructeur à immobiliser en urgence plusieurs milliers d'appareils. Le programme s'est révélé vulnérable aux radiations solaires, ce qui a nécessité une mise à jour, voire un remplacement total sur certains avions. Résultat, des centaines de vols annulés dans le monde entier. Et enfin, savez-vous reconnaître une chanson créée par intelligence artificielle ? Deezer et Ipsos ont mené l'enquête et le verdict est sans appel. 97% des auditeurs sont incapables de différencier un morceau composé par un humain d'une piste générée par une IA. Un chiffre qui inquiète toute l'industrie, surtout que selon Deezer, 34% des musiques en ligne sur sa plateforme seraient désormais entièrement générées par intelligence artificielle. Et pour finir, rendez-vous demain à partir de 20h sur BFM Business pour une soirée exceptionnelle. C'est la 21e édition des BFM Awards en direct de la pyramide du Louvre avec Laure Closier. Une cérémonie qui mettra à l'honneur entrepreneurs et dirigeants qui ont marqué l'année 2025. On écoute tout de suite Laure Closier. Le plus grand dîner business de France aura lieu demain, 20h, sous la pyramide du Louvre. Nouvelle édition des BFM Awards. Une édition placée sous le signe de l'Europe. L'Europe qui se défend, l'Europe qui se réinvente, qui se retrouve face aux dangers venus des États-Unis, bien sûr, avec ces questions de droits de douane et cette America First, mais aussi face aux Chinois, la Chine qui performe sur les questions industrielles et qui menace évidemment notre compétitivité. On va remettre 7 prix ensemble à des entrepreneurs de génie qui nous donnent envie de les suivre, de les écouter, d'entreprendre. Il y aura notamment l'Award de la conquête à l'international, la transformation digitale. Il y aura également l'entrepreneur de l'année, la transmission familiale et la révélation de l'année, l'Award des territoires et bien sûr l'Award du manager de l'année. C'est le grand prix le plus attendu. Hélène Huby viendra remettre ce prix qu'elle a reçu l'année dernière des mains de Maurice Lévy. Prix évidemment très attendu. Rendez-vous mardi, demain, sous la pyramide du Louvre. Je vous y attends. Et on y sera, bien évidemment, toute l'équipe de BFM Business attend avec impatience cette nouvelle édition des BFM Awards, le grand rendez-vous de l'année pour notre radio et notre télé. 21h05, direction tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Avec Sylvain Trinel qui nous a rejoint. Salut Sylvain. Et belle cravate, Sylvain, la classe à Las Vegas. J'ai fait péter la cravate là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors on connaissait l'IA pour la génération de textes ou de données, Sylvain, mais aussi d'images et de vidéos. Mais elle peut également servir à connaître la prochaine, et je comprends la cravate maintenant, non pas Mister France, mais Miss France. Et oui, Jean-Pierre Foucault est ici, en direct dans Tech & Co, la quotidienne. Qu'est-ce que vous faites samedi 6 décembre. Alors, je vous laisse pas répondre, parce que je sais déjà, vous serez en direct d'Amiens, évidemment, pour assister au sacre de Miss France 2026. Mais si je vous disais que grâce à l'intelligence artificielle, vous n'aviez pas à faire 2h30 de route, j'ai vérifié sur Google Maps, en tout cas c'est ce que croit le cabinet spécialisé dans l'IA Avisia, qui a dévoilé son pronostic, et pour réussir son coup, l'IA, elle s'est appuyée sur des données provenant de différents réseaux sociaux, dont Instagram et TikTok. L'intelligence artificielle, elle a compilé les commentaires positifs, le nombre de likes, mais aussi l'évolution des abonnés entre chaque Miss régionale. Et en plus de ça, Avisia précise avoir ajouté la démographie des régions et la composition du jury, mais aussi leur qualité d'élocution et le charisme, en tout cas je ne serai pas Miss France, pour affiner son processus de sélection. C'est plutôt pas mal. Ouais, donc on n'a même pas besoin d'aller voir le spectacle des Miss France, hein, c'est clair. Mais alors, qui va être élu Miss France ? Parce que c'est ça quand même le plus intéressant. Miss France 2026, c'est qui ? Je sentais que cette question, elle vous brûlait les lèvres. Et bien évidemment. Pas du tout, évidemment, elle ne vient pas du tout d'une relance écrite, cette question. Non. Je vais vous donner la réponse, qui elle aussi est écrite. Selon ce modèle, cela se jouera entre 3 Miss régionales, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Tahiti et Miss Guadeloupe. Alors, attention, pas d'emballement, parce que je vais quand même préciser que pour Miss France 2025, Avisia s'était trompé, l'IA avait désigné Miss Guadeloupe alors que c'était Miss Martinique qui avait remporté la mise. Même constat pour Miss France 2024 où c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui avait eu la couronne quand l'IA voyait plutôt Miss Côte d'Azur en tête. Oui. Bref, évidemment, rien n'est joué, donc il va falloir être devant son poste ou à Amiens samedi prochain. Et donc, regardez Jean-Pierre Foucault. Évidemment. Bon, très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Je suis sûr que tu vas regarder. Évidemment. Voilà.
Et on commentera tout ça lundi pour voir si l'IA avait vu juste ou pas. J'espère. Parce que les précédentes années, c'était pas terrible quand même. Non, hein. effectivement. Sylvain Trinel, et si vous voulez en savoir plus sur cette... Sur les Miss France, plutôt dans service culture de BFM. Mais quand même, non, mais sur l'IA cet est article, j'avais intéressante. envie de dire. Voilà, il faut aller sur le site de Tech & Co. Exactement. Allez, on va partir maintenant dans l'espace avec nos invités. Merci d'être avec nous. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et nous allons parler de Thales Alenia Space qui crée le Space Business Catalyst, qui est le premier accélérateur industriel dédié au secteur spatial. Voilà, le spatial, un sujet qui nous passionne. On en parlait d'ailleurs il y a quelques minutes dans le débrief de l'actu. On va en parler avec nos invités. Vincent Clos est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir François. Et merci d'être là. Merci de nous inviter. Vous êtes directeur du Space Business Catalyst à Thales Alenia Space. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce Space Business Catalyst dans un instant. Et puis vous êtes venu avec 2 startups. Absolument. Que vous avez repérées et que l'on va découvrir. Théophile Lagrolet est là. Bonsoir Théophile, cofondateur de Space Locker, et Philippe Latte, ou Lattès, dites-moi. Latte, voilà. Président et cofondateur de Léo Blue. Avant de découvrir ce que vous faites, messieurs, un mot, Vincent, sur la volonté de Thales, évidemment, qui fait énormément de choses, d'investir dans l'espace avec des startups, comme c'est le cas ce soir avec donc ce Space Business Catalyst. Expliquez-nous ce dont il s'agit. Ouais, donc très rapidement, juste d'abord, donc Thales, pour rappeler, Thales Alenia Space, société commune entre Thales et Leonardo, donc principalement Thales, leader mondial dans la fabrication de satellites et infrastructures spatiales, le grand classique, pour plein d'activités diverses et variées. Et effectivement, on a pris le pari depuis en réalité plus de 10 ans d'avoir une approche assez différente de ce qu'un grand groupe peut faire dans l'innovation, et en particulier dans tout ce qui est interaction avec les startups, et puis plus largement dans l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Et donc c'est à cette occasion effectivement qu'il y a 3 ans de ça, en fait, on a lancé officiellement finalement c'est une marque et une organisation qui derrière interagit avec l'ensemble de Thales Alenia Space, avec tout cet écosystème de start-up pour aller préparer les marchés de demain de différentes manières. Vous citiez l'accélérateur industriel qui est effectivement une façon d'investir. On a également des prises de participation à travers Thales Corporate Ventures, le fonds de Thales, et plein d'autres activités où finalement l'investissement c'est du temps, c'est de l'argent, et c'est plein de choses qui nous permettent tous ensemble avec les startups. Et je suis vraiment ravi qu'elles aient accepté l'invitation de venir témoigner ici. C'est tous ensemble d'aller façonner ce spatial de demain, ces marchés de demain, des marchés durables également. Vous étiez juste avant en train de parler des usines spatiales, etc., qui sont un des axes sur lesquels... Ou des fermes photovoltaïques qui pourraient être dans l'espace. Exactement. Ouais. Voilà, en très rapidement. Donc c'est depuis 2023 10 startups par an qu'on accueille en France et en Italie. Alors que le cluster existe depuis 2014. Alors que le cluster, effectivement, existe depuis 2014. Effectivement, depuis 2014, on a construit un réseau de plus de 800 startups avec lesquelles on est en contact. Plus de 150 collaborations avec différentes startups en tant que client ou fournisseur, ce qui est quelque chose un petit peu atypique. En général, on pense grand groupe égale client de startup, c'est vrai, mais c'est aussi grand groupe égale fournisseur de startup. Donc, par exemple, la station spatiale Axiom ou projet Kinéis pour rester en France. Voilà, et puis également client de ces jeunes pousses, par ailleurs, plus classiquement, des sociétés françaises comme Anywaves, sur des antennes, effectivement, pour permettre de communiquer entre le sol et les satellites. Voilà. Et puis des prises de participation. Je crois qu'il y a quelques mois, vous avez reçu Nicolas Gomme chez Space Cargo Limited. C'est un des investissements que le groupe Thales a fait à travers Thales Corporate Ventures. Donc voilà, pas mal de choses. Et voilà, ça va être intéressant d'écouter... Théophile et Philippe, qu'on va écouter dans un instant. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes basé sur 2 sites, Thales Alenia Space à Toulouse et à Turin aussi. Oui, tout à fait. Alors historiquement, l'innovation... Turin pour Leonardo, c'est ça aussi ? Alors Turin pour l'exploration spatiale, en fait, puisque c'est un site vraiment de classe mondiale pour toutes ces activités. Oui. En fait, Thales est fournisseur de plus de 50% des modules habitables de la Station spatiale internationale. C'est le fournisseur de la première station spatiale privée Axiom, que je citais juste avant.
Et donc, c'était pour nous une évidence. Alors, effectivement, il y a le côté Leonardo, certes, mais c'est faire profiter tout l'écosystème de start-up de cet environnement à Turin. Et puis, les activités pour le reste, tous les autres sujets sont plutôt tenus du côté de Toulouse, en fait. Donc, voilà, on va dire que tous les sujets spatiaux au sens large vont être à Toulouse, sauf ce qui va être plutôt exploration spatiale, focalisé sur Turin, effectivement. Et l'autre originalité, peut-être, vous me relancez là-dessus, le côté industriel, c'est ça qui est assez unique, en fait. Un accélérateur, en général, ça va être des locaux, des personnes, on va apprendre à faire un business plan, on va apprendre à pitcher, etc. Ça, c'est des choses qu'on est capable d'offrir au travers de notre réseau, mais surtout, ce qu'on apporte, c'est cette capacité à prendre un PowerPoint et aller dans l'espace derrière. Donc, pour vous donner un exemple, on a eu par exemple une start-up germano-polonaise qui s'appelle Orbital Matter. Impression 3D dans l'espace, personne ne l'avait jamais fait. Ils sont arrivés chez nous en septembre 2023. Leur ambition, c'était de faire leur premier vol en 2026. Et au travers de notre accompagnement, nos experts techniques, nos réseaux, notre support business également, on a pu les mettre sur le vol inaugural d'Ariane 6. Génial. En 2024. Donc, ils étaient prêts. Ils étaient prêts avec tout le support que les uns. Ça sert à quoi d'imprimer en 3D dans l'espace ? Alors, on parle toujours de la gravité, de choses comme ça ? Absolument. Écoutez, vous parliez juste avant des data centers dans l'espace. Bon, il y a encore plein de défis à relever, mais c'est des structures qui peuvent être typiquement assez grandes. Et les coiffes des satellites, des lanceurs, ne peuvent pas forcément embarquer tout. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette capacité de construire des choses qui puissent ne pas être limité en fait par la coiffe des lanceurs finalement. Donc voilà, donc ça permet d'imaginer des structures totalement différentes de ce qu'aujourd'hui on peut se permettre, qui est déjà assez extraordinaire. Mais voilà, on repousse les limites de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé tout à l'heure d'intrapreneuriat. Ça veut dire que des salariés, des collaborateurs de Thales Alenia Space peuvent, avec votre aide et votre support et votre enthousiasme, créer leur société, leur start-up, c'est ça ? Alors, le système marche de la façon suivante. En fait, on a effectivement cette capacité à accompagner les toutes premières idées des employés. Et puis ensuite, on a fait le choix à Thales Alenia Space sur des sujets de stratégie moyen terme, de mettre en place ce système d'intrapreneuriat où là, ça va être différent. On va amener des thématiques qui, pour nous, sont un futur à explorer. On ne sait pas encore s'il y a des marchés. Et on va proposer aux salariés, effectivement, de rejoindre ces équipes. Ça va être 2-3 personnes au départ qui vont explorer ces sujets et voir s'il y a des nouveaux business dimensionnants pour l'entreprise. Il n'y a pas vocation nécessairement à créer une entreprise à la fin et à sortir du groupe. C'est plutôt en priorité pour réinjecter. D'accord. Et l'apport est possible, selon les conditions. C'est plus des missions en fait que les collaborateurs se voient confier. Ça va être des missions. Si je vous donne un exemple, on a par exemple eu en 2020-2021 une équipe qui a regardé tout ce qui pouvait être nouveau business pour Thales Alenia Space à la croisée du monde digital, du monde spatial, des concepts de modularité, donc des Lego, etc. Donc des idées très abstraites au départ, mais de se dire finalement, est-ce qu'il y a des nouveaux débouchés de marché au-delà de tout ce qu'on peut faire en télécommunication, observation de la Terre, navigation ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et c'est ce qui nous a amené en fait à partir sur le Space Edge Computing, donc la capacité à processer au plus près des capteurs et tous les use cases qu'on peut associer, avec la captation d'un premier projet auprès de Microsoft. Donc on fait rouler depuis 2024 une expérimentation sur la Station spatiale internationale pour tester les use cases avec des développeurs, etc. Et c'est aussi à travers ce projet qu'on s'est lancé sur les data centers dans l'espace et le projet Ascend. Voilà, donc complémentaire de ce qu'on peut faire avec les startups. Allez, on découvre nos 2 startups. Merci Vincent, vous restez là bien évidemment. Théophile, c'est à nous. Théophile Lagrolet, qui est déjà venu sur le plateau de Tech & Co il y a quelques temps de ça. Vous êtes cofondateur de Space Locker. Alors expliquez-nous ce qu'est Space Locker. Merci de me recevoir à nouveau et ravi d'être présent avec Thales Alenia Space ici. Donc Space Locker, c'est un acteur du New Space français et on est spécialisé dans le partage de satellites. On développe toutes les technologies qui permettent de partager des satellites. Historiquement, un satellite, c'est monomission. On envoie un instrument sur un satellite et c'est tout. C'est des missions qui sont extrêmement coûteuses et complexes à mettre en œuvre. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient industrialiser ce modèle et on vient permettre, via une technologie
un peu similaire à un port USB pour satellite, de partager des satellites et de mettre plusieurs capteurs à bord des satellites. Alors à quoi ça sert ? Pour plusieurs boîtes différentes en fait. Pour plusieurs boîtes différentes, exactement. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'en faisant ça, on réduit drastiquement le coût d'accès à l'espace, le temps d'accès à l'espace et la complexité de déploiement de mission. C'est-à-dire qu'on peut permettre à des acteurs qui ont besoin de déployer très rapidement plusieurs dizaines de capteurs pour... Vous allez mutualiser un satellite en fait. Exactement. Et ça permet d'un côté à des utilisateurs de déployer des flottes de capteurs et de l'autre côté à des opérateurs de rentabiliser leur mission en hébergeant potentiellement plusieurs autres capteurs à bord. Mais alors, vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a déjà des satellites qui tournent avec vos technologies, qui ont été mutualisées ? Et jusqu'à combien d'acteurs peuvent être présents sur un satellite ? Alors, techniquement, il n'y a pas de limite. Mais revenons à où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une entreprise de 20 personnes à peu près. On a été créé il y a 3 ans. Et en 3 ans, je pense qu'on fait partie des entreprises les plus rapides à avoir commercialisé une première mission. On a envoyé une première mission qui a décollé en janvier 2025 avec 3 clients à bord, en partenariat avec un acteur italien chez qui on hébergeait ses clients. Et là, aujourd'hui, on prépare notre 3e mission. Donc, on a déjà fait un bout de chemin depuis, où on envoie notre propre premier satellite. Donc, c'est un satellite qu'on a acheté en entier, sur lequel on fait voler 5 clients et qui va décoller en mars prochain. Waouh ! Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas vous qui fabriquez le satellite. Non. Et là, vous l'achetez préconçu, préfabriqué, c'est ça ? Et vous allez rajouter vous-même les capteurs ? Exactement. C'est un modèle qui n'est pas forcément le cœur de notre activité, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a une industrialisation massive de la quantité de satellites et on a des gens qui fabriquent des satellites à la chaîne. En marque blanche, quoi, en quelque sorte. Presque en marque blanche, oui. Et nous, on vient modifier pour faire voler nos clients. Et donc, en fait, c'est vraiment là la force et la patte de Space Locker, c'est qu'on est un opérateur d'infrastructures spatiales pour opérer ces moyens orbitaux qui sont extrêmement complexes à gérer, pour permettre à nos utilisateurs derrière de ne pas avoir du tout la complexité de ce segment spatial et donc de pouvoir développer leur application dessus. Donc là, en mars prochain, vous pouvez par exemple citer les clients qui sont sur votre satellite ou pas ? Aujourd'hui, quel type de capteurs peut-on trouver ? En fait, c'est quoi ? C'est des Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour citer les capteurs ou les clients qui seront à bord. On le fera lors de la préparation de la mission. Mais en termes de cas d'usage, on va avoir 2 grandes familles de cas d'usage. On a l'observation de la Terre d'un côté et la télécommunication de l'autre, qui sont historiquement les 2 grands piliers du spatial. Et en télécommunication, on a des très bons exemples comme Léo Blue juste à côté de moi, par exemple, qui fait voler des technologies dont on parlera juste après en télécommunication. On avait reçu, la dernière fois, Weir aussi sur ce plateau, qui utilise nos services pareil pour faire de la télécommunication faible bande passante. On a du développement technologique. La facilité d'accès à l'espace permet de déployer rapidement des capteurs, etc. Et donc, on couvre des besoins qui vont de la start-up qui commence à être capable de faire voler ses premiers vols, jusqu'au grand groupe qui a besoin d'accès à l'espace régulièrement pour innover, pour créer des nouveaux produits, des nouveaux sous-systèmes, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec Thales Alenia Space notamment, c'est cette capacité d'accéder rapidement à l'espace, de proposer des nouvelles offres à des clients potentiels des grands satellitiers pour venir faire des missions plus complexes, plus modulaires et réfléchir un peu au futur du spatial de demain. La taille de vos satellites qui accueillent en fait des technologies, c'est des gros satellites, ils sont à quelle orbite ? C'est très variable. La spécificité, c'est qu'on est capable de travailler sur tous les orbites possibles. Aujourd'hui, on commence en orbite basse, c'est là où il y a le plus de demandes pour la mutualisation. Et donc, on va commencer avec des satellites qui font une vingtaine de kilos environ, donc ça tient sur une table ici. Mais on peut aller jusqu'à des satellites comme ceux que font Thales Alenia Space et que vous avez par exemple à l'écran, qui sont des satellites qui font la taille d'un bus, sur lesquels on va héberger qui sont plutôt géostationnaires. Et qui sont plutôt géostationnaires. Okay. Alors il y a toute une complexité à aller plus haut, etc. Mais notre objectif, c'est de permettre un accès petit à petit de prendre de l'altitude en fait. Sur et potentiellement demain d'aller jusqu'à la Lune, Mars, on verra. Mais voilà, de permettre un accès facilité à tous les orbites. Merci beaucoup Théophile. Donc Space Locker. Philippe Latte, donc président et cofondateur de Léo Blue. Alors vous, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez une technologie que nous utilisons tous au quotidien, qui est le Bluetooth, pour faire communiquer les satellites entre eux, c'est ça ? Ah, pas exactement. Donc, alors racontez-nous. Voilà, je vous raconte. Donc nous sommes une jeune société, nous avons 2 ans, nous sommes basés entre Toulouse et Bordeaux, puisque mon cofondateur Guillaume Ferré est chercheur à Bordeaux. Oui. Et en fait, nous avons une idée, c'est-à-dire d'utiliser un standard terrestre dans l'espace pour permettre à des satellites d'envoyer directement de l'information sur les 8 milliards de smartphones existants. Donc ce qu'on fait, c'est de la communication directe entre satellites et smartphones, basés sur un standard qu'on a tous dans notre poche. Alors bien entendu, au début, tout le monde nous a dit que c'était impossible.
Voilà, mais on l'a fait. Donc on a breveté en fait cette invention. Et en fait, notre objectif, c'est d'apporter de la connectivité aux à peu près 2 milliards de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de connectivité sur Terre, soit parce qu'ils sont des zones isolées, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir de la connectivité, même limitée, soit parce que les réseaux terrestres ont été détruits, ce qui arrive quand même très souvent dans toutes les catastrophes. À Mayotte, par exemple, récemment, l'ensemble des réseaux terrestres ont été détruits. Et il a été impossible de communiquer directement avec les personnes. Ça peut être des dégâts. Donc nous, on se positionne vraiment sur cette communication, un petit peu de gestion de crise à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc c'est avec le Bluetooth que vous arrivez à connecter votre satellite à des smartphones, à des ordis, à quel type d'appareil? À tout. En fait, on est capable d'envoyer des informations à tout objet ayant une puce Bluetooth. En fait, on respecte le standard Bluetooth. Donc en fait, si moi je suis dehors là, avec mon ordi, je pourrais capter votre signal. Oui, pourvu que vous ayez une application qui le capte, mais voilà, une application software. Mais sans modification de mon PC, modification. Avec ses petites antennes, etc. Exactement. Alors que vous êtes à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Typiquement à 600 km, puisqu'on va travailler d'abord en orbite basse. Alors comment faites-vous? Parce que nous, c'est vrai qu'en général, le Bluetooth, avec mes AirPods, dès que je sors d'une pièce, ça marche plus. Toujours ce que tout le monde me dit. Oui. En fait, comment faites-vous? Le standard Bluetooth, c'est un standard extrêmement large. Donc en fait, on a utilisé une combinaison finalement de plein de modes différents. Et en l'utilisant d'une certaine façon, on arrive finalement à envoyer des messages en fait à une très longue portée, avec une puissance à bord du satellite tout à fait raisonnable. Parce qu'effectivement, s'il fallait mettre des puissances absolument incroyables à bord, c'était pas très intéressant. Là aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer un équipement en partenariat avec Space Locker, justement. Donc vous allez louer une partie du satellite de Alors oui et non, Théophile. En fait, on travaille avec Space Locker parce que nous, notre objectif, c'est de prendre un peu le contre-pied des méga constellations. C'est de se dire finalement, on va développer quelque chose de très simple, très peu cher, donc qui sera à peu près comme une boîte à chaussures, et qu'on pourra mettre sur un maximum de satellites existants. Et pour ça, effectivement, on utilise la technologie de Space Locker qui nous permet de normaliser finalement les interfaces. Et nous, en tant qu'utilisateur de clients, finalement de ne pas avoir à gérer les différentes interfaces des différents types de satellites. Voilà, donc c'est, je pense, une très bonne illustration de ce qu'expliquait Théophile. Alors, en parlant de Bluetooth, le Bluetooth a plein d'avantages, mais son inconvénient, c'est le débit. C'est pas un truc qui a des débits monstrueux par rapport à ce qu'on peut avoir avec d'autres technologies comme le Wi-Fi ou la 5G, par exemple. Quel est l'intérêt, en fait? Si demain, avec mon smartphone, je me connecte à votre système, qu'est-ce que j'aurai comme connectivité? Alors, en fait, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment le fait de pouvoir envoyer du bas débit. Des informations, mais à très bas coût. Donc, le coût est très important, parce que toutes les constellations aujourd'hui qui se font, elles fournissent des services qui sont chers sur des smartphones ou des objets existants. Donc, les gens n'ont pas acheté un nouvel objet. Et en fait, nous, c'est vraiment d'apporter finalement un débit faible aux gens qui n'ont rien, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce que... Mais c'est quoi le débit faible pour vous? En fait, c'est quand même jusqu'à 10 kilo-octets par seconde. Donc, c'est pas si faible que ça, en fait. C'est l'équivalent de SMS ou de WhatsApp. Mais on ne peut pas envoyer une photo ou faire une visio, quoi. Ça, c'est pas possible. Non. Mais c'est pas là-dessus. C'est pas l'objectif. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir envoyer des SMS. Voilà. On peut même pas transporter la voix avec ce débit. On pourrait transporter de la voix. Oui. D'accord. Voilà. Mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment du messaging pour de la gestion de crise ou pour des zones isolées où on veut envoyer quelques informations à des gens qui n'ont pas d'autres moyens de recevoir. Voilà, donc on est quand même dans une niche de connectivité. Il faut être. Oui, c'est pas grand public. En tout cas, ça peut l'être, mais pour des usages bien particuliers, en urgence notamment. En urgence. Voilà. Et donc voilà. En fait, il y a plein de cas d'usage, parce qu'en plus, nous, on fournit un système souverain, c'est-à-dire que finalement, chaque pays pourrait se développer son propre système de messaging à lui, sans passer par les constellations américaines ou autres. Voilà.
Donc, écoutez, vous savez quoi, lorsque je brancherai mes écouteurs Bluetooth, j'aurai pas la même vision du Bluetooth grâce à vous. J'espère. C'était le but. Merci beaucoup. Passionnant tout ça. Merci Philippe Latte, donc président et cofondateur de Léo Blue, Théophile Lagrolet, cofondateur de Space Locker, et merci Vincent Claude d'être venu nous expliquer un petit peu le concept de ce Space Business Catalyst chez Thales Alenia Space pour terminer ce Tech & Co en ce lundi soir. Demain, pas de Tech & Co exceptionnellement, on en parlait tout à l'heure, puisque vous pourrez suivre en direct et en intégralité la grande soirée des BFM Awards sur BFM Business, mais la bonne nouvelle c'est qu'on sera de retour mercredi. Voilà, donc à mercredi dès 19h30 pour votre rendez-vous tech. Très belle soirée et à très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.